Space News 87. Un terrible et féroce conflit dans le Vieira andromédien, partie 2. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 20 juin 2025. Pour mieux comprendre de quoi je parle, il peut être conseillé de regarder les épisodes 81, 82, 83, 84, 85 et 86 de Space News, en particulier l'épisode 86, car celui-ci en est la suite directe. Comme je l'ai informé dans mon dernier épisode, Space News 86, la cabale qui gouverne la Terre et la fédération galactique maléfique et obscure qui est derrière elle, ont réussi à installer une très grande armée d'occupation à l'intérieur de la partie naturelle de la biosphère andromédienne Vieira, dans leur dos, alors que les représentants andromédiens déclarent qu'ils ne savaient rien. Comme le Vieira est un centre multiculturel, ils ont réussi à installer leurs gens à l'intérieur lentement, sans éveiller de soupçons, jusqu'à ce qu'ils aient amassé une armée de 6000 hommes à l'intérieur, voire plus. Le problème est qu'ils se sont enfoncés sous terre, dans la partie naturelle du Vieira, dans de vastes zones qui sont principalement constituées de jungles tropicales et subtropicales. Ils se sont dispersés en unités de guérilla à l'intérieur, un peu comme le faisaient les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Ce qu'ils exigeaient, c'était la réintégration des 12 anciens représentants de la Fédération galactique et notre sortie inconditionnelle du Vieira. Si nous ne nous conformions pas à leurs exigences, ils attaqueraient la population civile andromédienne de manière prolongée, et ils continueraient également à nous attaquer. Les Andromédiens, en raison de leur culture et de leur façon d'être, dépendaient de nous, la Triade, Antaria, Urma et Tegeta Conseil d'Alcyone, pour les retirer de leur grand vaisseau, car ils n'avaient aucun moyen de se défendre. Je vais maintenant continuer à expliquer ce qui s'est passé ensuite, là où je m'étais arrêté dans l'épisode 86 de Space News. Les Antariens ont isolé la population andromédienne vers l'avant du vaisseau du mieux qu'ils pouvaient, empêchant ainsi qu'une autre situation de prise d'otage ne se développe, pendant que les forces Tejet et Urma étudiaient la situation. Il fut décidé que la tâche d'éliminer les plusieurs milliers de mercenaires humains à l'intérieur du Vieira devait être confiée aux unités des forces spéciales Urma. Tandis que les H-Malim Tejet devaient se déplacer vers des positions défensives, isolant tout le périmètre du conflit, tout en poussant également vers le centre du Vieira où se trouvaient les mercenaires, avec des véhicules blindés APC avancés, partout où ils pouvaient être utilisés, concentrant ainsi les forces ennemies dans la plus petite zone possible. Les forces Tejet assuraient également une couverture aérienne à tout moment, grâce à nos engins stack d'assaut avancés. Les Urma sont entrés en action, avec pas moins de 600 guerriers d'élite, qui fourniraient également à leurs 3 meilleurs super-guerriers, tout ce dont ils auraient besoin. Ces 3 super-tigres d'élite prendraient la tête de toute l'opération. Cette unité d'élite Urma est appelée les dieux félins de la guerre. Les unités Urma embarquèrent à bord de 100 vaisseaux spatiaux Tejet, fournis par les vaisseaux Astérope et Atlas, et furent transportés directement au cœur du Vieira, dans ses jungles les plus profondes, où ils atterrirent partout où ils purent trouver une zone dégagée suffisamment grande. Et les Urma quittèrent les rampes avant, avec leur équipement complet et leur armure, sous un feu nourri à plusieurs reprises. Les engins d'assaut stack ont redécollé dans un nuage de poussière, de brume et de feuilles volantes, tandis que leurs turbines rugissaient et que leurs armes ripostaient, offrant une couverture active aux félins au sol, tout en remplissant la jungle de bruits de guerre assourdissants. Les Urma avaient été déchaînés. La guerre dans la jungle est la spécialité des Urma, là où ils sont le plus entraînés, c'est leur terrain, et c'est là qu'ils brillent le plus, surtout les tigres. Envoyer 600 guerriers d'élite Urma dans le Vieira ne pouvait avoir qu'un seul résultat, la dévastation totale de l'ennemi en moins de 48 heures. Au début, ils agirent par la furtivité, éliminant les ennemis un par un, griffes libres, silencieusement, et sans armes. Ils se sont glissés derrière eux, en silence, les traquant comme les chats qu'ils sont. Et puis, en moins d'une seconde, ils les ont tirés par leurs bottes, vers les buissons, où ils les éliminèrent d'une manière effroyable que je ne peux pas décrire ici sur YouTube. À ce stade, la plupart des soldats ennemis ne savaient même pas à quoi ils faisaient face, ce qui les traquait depuis les profondeurs de la jungle, ou ce qui se passait, d'autant plus que nos vaisseaux d'assaut survolant la zone brouillaient toutes leurs communications avec des contre-mesures électroniques.
Les vaisseaux d'assaut survolants fournissaient également des images de la situation aérienne en temps réel pour les forces terrestres Urma et Tejet en dessous, ainsi que des données de capteurs et de radars pénétrant dans le sol, avec l'emplacement exact de chaque tunnel, ses entrées, sa profondeur, sa structure, et une cartographie détaillée, ainsi que le nombre de soldats ennemis à l'intérieur. Cet équipement, présent sur le nez de chaque vaisseau d'assaut, est également utilisé sur Terre pour trouver et cartographier les tunnels souterrains, les DUM, et les bases. Alors que les unités des forces spéciales Tejet Hmalim avançaient avec des véhicules blindés vers le centre où se déroulait l'action, et sous une forte couverture aérienne, les forces ennemies commençaient à être de plus en plus étranglées. D'autant plus que leurs tunnels souterrains peu profonds étaient dévastés par les unités des forces spéciales Urma, utilisant les données des engins d'assaut STAC. Néanmoins, ils ont continué à opposer une forte résistance contre l'avancée des forces au sol Tejet, car ils étaient eux aussi équipés d'armes cinétiques et à plasma à la pointe de la technologie. Pourtant, les forces Tejet en progression et leurs véhicules blindés, à roues et à chenilles, ont facilement prévalu, forçant l'ennemi en retraite vers le centre du Viera, où les Urma les attendaient, les traquant derrière chaque buisson. Pendant que le conflit se déroulait, nous avons reçu un autre message vidéo de la même personne affreuse avec laquelle j'avais parlé avant que tout ne commence. Mais cette fois, c'est Goriel et Naishara qui lui ont parlé, me protégeant ainsi de cette mauvaise expérience, et je les en remercie. Ils se trouvaient apparemment dans un endroit avec des murs en terre, donnant l'impression d'être dans une sorte de base de fortune souterraine dans le Viera. Il exigeait que nous retirions toutes nos forces du Viera, sinon ces forces élimineraient tous les Urma présents. Et il leur montra une série d'images immondes, d'Urma morts, empilées comme preuve. Le problème évident de l'authenticité de ces images est que parmi les Urma morts, on pouvait voir plusieurs léopards et panthères, alors que les Urma ne chargent pas ces sous-espèces à des situations de combat, car le combat est réservé aux lions et aux tigres uniquement, car ils sont de loin les plus grands et les plus forts de toutes les sous-espèces Urma. Les images ont ensuite été analysées et se sont avérées n'être que des manipulations par images de synthèse. Goriel a demandé au général Korakas, le plus haut gradé Urma, un état des lieux du champ de bataille jusqu'à présent. Korakas a déclaré qu'il n'avait eu aucune perte Urma, et aucun chat blessé non plus. Alors que des stratégies de contre-manipulation étaient analysées, comme la possibilité d'éteindre certains panneaux solaires du plafond du Viera pour que les soldats ennemis puissent voir qu'ils se trouvaient à l'intérieur d'un très grand vaisseau spatial, ou l'utilisation de haut-parleurs aériens suspendus sous des vaisseaux STAC pour leur ordonner de se rendre, les Urma ont décidé de tout miser sur une attaque finale dévastatrice. Ils balayèrent tous les emplacements ennemis avec une force écrasante, dévastant ce qui restait d'eux, et tout ce qui les entourait dans le processus, alors que 600 lions et tigres Urma d'élite en tenue de combat complète, balayaient la zone, invincibles, inégalés, et incontestés. À ce moment-là, près de 3000 soldats ennemis, presque tous grièvement blessés, se rendirent aux Urma, et aux forces au sol Tejet qui arrivaient dans des véhicules blindés, et furent rassemblés et placés en détention. Malheureusement, la plupart d'entre eux mouraient en moins de 2 heures, mais pas à cause de leurs blessures, comme je le décrirai ci-dessous. Le Viera a été libéré des forces mercenaires envahissantes, dans un exemple horrifiant et impressionnant de la puissance brute Urma, le tout en moins de 48 heures. C'est pourquoi ils sont considérés comme les prédateurs alpha de la galaxie. Aucun Urma n'a été tué, blessé ou atteint, lors de cet incident. Ils ont tout simplement balayé l'ennemi avec une force et une stratégie écrasantes. Je dois cependant souligner que les forces Tejet ont également joué un rôle important dans la victoire. Même si le gros du travail a été effectué par les chats, notre rôle dans ce conflit ne doit pas être sous-estimé. Nos forces Tejet n'ont subi aucune perte, et seuls quelques-uns ont été blessés et se rétablissent bien à bord des vaisseaux Astérope et Atlas. Nous devons également signaler les dégâts causés à plusieurs engins STAC et véhicules blindés, qui sont tous en cours de réparation et remis en service actif pour des opérations sur Terre. Aucun véhicule Tejet, aérien ou terrestre, n'a été perdu au cours de cette opération. L'utilisation de drones et de robots ennemis s'est avérée inefficace contre nos contre-mesures électroniques actives et nos armes à énergie dirigée de nos engins d'assaut STAC, qui les ont rendus inutilisables en grillant leurs ordinateurs et leurs puces, les laissant tous bien croustillants. Ils ont été laissés comme des monuments de l'incompétence humaine d'ARPA la plus flagrante, pourrissant dans la boue, tandis que les forces Tejet et Urma les utilisaient comme tremplin pour ne pas salir leurs bottes. L'utilisation d'armes énergétiques et de lasers à plasma a été très répandue au cours de ce conflit, mais de nombreuses armes cinétiques standards ont également été utilisées par les deux camps,
car les projectiles cinétiques ne peuvent pas être facilement déviés ou neutralisés par des champs de force faibles et des contre-mesures électroniques. Le conflit était terminé. Je voudrais partager avec vous quelques points importants sur ce que nous avons trouvé à l'intérieur et sur les soldats ennemis capturés et éliminés, ce qui explique leurs défis et leur comportement insensé. Cette partie a été déclassifiée, car elle n'était pas destinée à être publiée. Bien que je pense qu'il est très important de comprendre simplement comment ces personnes, les soldats, ont été manipulés ou traités, leur attitude, et pourquoi nous avons dû procéder avec une force si écrasante contre eux. La première chose que je dois dire à propos des forces ennemies, est qu'elles ne sont pas des Alfratans Centauri. Ils étaient, ou certains d'entre eux, sont encore, pleinement humains, et ils n'ont que peu ou rien à voir avec les Alfratans, si ce n'est qu'ils utilisaient leur identité comme couverture pour justifier leur entrée dans le Viera. Nous avons découvert qu'environ 80% des soldats ennemis étaient des mercenaires d'Amérique centrale, et que les 20% restants étaient d'anciens militaires des opérations spéciales et des militaires d'élite actifs de la Kabbale, c'est-à-dire de l'OTAN, en gros, pas seulement des États-Unis. Maintenant, la grande question se pose. Quelles motivations ont-ils pour continuer à lutter contre une armée technologique aussi bien organisée et écrasante que la nôtre? La réponse à cette question est extrêmement importante, et c'est ce que nous avons déclassifié. Ce ne sont pas des soldats ordinaires, ni des êtres humains ordinaires. Ils ne pensent plus. Ils ne font que réagir comme des robots biologiques. Et c'est pourquoi ils ont continué à nous charger, vague après vague, comme des zombies dénués de réflexion, même lorsque nous les fauchions avec une efficacité écrasante. Nous avons d'abord soupçonné que quelque chose n'allait pas chez eux lorsque nous avons observé les iris des soldats ennemis. Dans de nombreux cas, celui-ci était complètement détruit, et nous nous sommes demandé comment ils pouvaient même voir. C'était le cas aussi bien chez les vivants que chez les morts. Les autopsies que nous avons pratiquées sur eux ont révélé qu'ils étaient infestés d'un petit ver parasite noir, qui se loge à l'intérieur de leur cerveau, notamment autour des orbites et sur le nerf optique, et dans certains cas, à l'intérieur même du globe oculaire. Ce ver a ensuite été isolé et analysé par nos laboratoires embarqués sur le vaisseau spatial Astérope. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un ver génétiquement modifié hautement sophistiqué basé sur le cysticis. Ce ver génétiquement modifié détruit le cortex frontal par invasion physique et en utilisant une neurotoxine sécrétée que nous avons réussi à isoler, zombifiant ainsi efficacement ses victimes pendant une durée modérée, jusqu'à ce qu'il entraîne leur mort. Mais en attendant, la victime est très facilement influencée par d'autres moyens artificiels. Ils n'ont fait preuve d'aucune logique, d'aucune peur, d'aucun intérêt pour leur sécurité personnelle, ou pour la préservation de leur propre vie, et d'aucune empathie. Ils se comportaient comme des créatures enragées, qui chargeaient toujours, malgré des membres manquants. En plus des vers, nous avons également trouvé des implants de puces d'intelligence artificielle à l'intérieur du crâne de certains soldats, notamment dans le cortex frontal, les transformant en une sorte de cyborg. Les mercenaires d'Amérique centrale de bas niveau avaient généralement des implants de verre, peut-être parce qu'ils étaient moins coûteux ou plus faciles à installer, tandis que leurs commandants, anciens militaires, etc., avaient généralement les puces, bien que chez certains, on ait retrouvé à la fois les verres et les puces, quel que soit leur type. Nous avons également trouvé des implants artificiels placés chirurgicalement dans leurs yeux, une sorte d'augmentation cyborg de vision nocturne permanente, transmettant également des données vidéo en temps réel à leurs contrôleurs. Nous avons également découvert une charge explosive de la taille d'un grain de riz contrôlée par micro-ondes, logée derrière leur globe oculaire, pour les éliminer à distance, s'ils étaient capturés. Et cela explique pourquoi, même si près de 3000 soldats ennemis, pour la plupart grièvement blessés, parvenaient à se rendre, ils ont presque tous été retrouvés morts quelques minutes à quelques heures seulement après leur capture. Nous avons également trouvé des preuves de manipulation génétique sur les 20% restants d'Américains non centraux. Il semble qu'ils aient une capacité mitochondriale augmentée après une sorte de traitement génétique pour super-soldats, et tous présentent des indices montrant qu'ils sont sous l'effet de plusieurs types d'améliorations métaboliques et de substances qui altèrent le cerveau. Pour en revenir à l'armement, ils utilisaient également de manière extensive des armes sonores, de type vibratoire létal, ainsi que celles conçues pour modifier la perception de leurs ennemis, induisant la peur et la paralysie psychotique. Heureusement, l'équipement de combat et les boucliers de toutes nos forces se sont avérés très efficaces pour contrer ce genre d'armes. À titre de remarque intéressante à ce sujet, les Urma, ainsi que leurs parents plus sauvages, les lions et les tigres sur Terre, utilisent également un grognement infrasonore, très puissant et à basse fréquence, induisant la peur lorsqu'ils traquent leur proie.
Ce grondement grave fait perdre du temps de réaction aux proies en raison de la peur intense et paralysante qu'il induit, facilitant ainsi la chasse. Nous soupçonnons toujours qu'il pourrait y avoir quelques cellules de mercenaires cachées au sein du Viera, mais elles doivent être peu nombreuses et éloignées les unes des autres. Nous poursuivons notre opération de balayage de la zone, mais à mesure que les jours passent, cela semble de plus en plus improbable. Quant à Ekata, la limace de jardin surdimensionnée, hautement télépathique et dangereuse, qui réside dans les zones marécageuses du Viera, elle est introuvable et n'a pas été vue pendant ce conflit. Nous ne l'avons pas cherchée non plus, mais nous soupçonnons également que cela a peut-être quelque chose à voir avec tout ce désordre, voire tout à voir. Pour comprendre pourquoi je viens de dire cela, je vous invite à regarder ma vidéo sur Ekata, si ce n'est pas déjà fait. Nous traiterons ce problème supplémentaire en temps voulu, et cela pourrait être une tâche pour les Urma, à nouveau, et leur expertise avec tout ce qui a trait à l'astral. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel